Donc bonjour à toutes et tous. Donc Veto Entraide est très heureuse aujourd'hui d'accueillir Juliette Rousselet et d'aborder un sujet un peu de sociologie parce qu'effectivement, comme on échangeait avec Juliette juste avant, la profession a fait assez peu l'objet d'études sociologiques. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu moi, ce que j'avais l'impression d'avoir un début avec les études de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté sur la santé au travail des vétérinaires, qui ont constitué quand même un début de travail sociologique. Et puis, on voit aussi passer dans les thèses des étudiants, hein, notamment avec le prix de thèse, où on a pu lire pas mal de thèses d'étudiants et d'étudiantes, que en fait, c'est un sujet dont les étudiantes s'emparent. Et donc, du coup, bah, voilà, on est vraiment ravis d'accueillir Juliette Rousselet aujourd'hui. Donc, pour te présenter, Juliette, tu es doctorante en sociologie à l'École normale supérieure de Lyon. Tu as effectué un master en sociologie en rapport avec la profession vétérinaire. Et donc, tu es actuellement doctorante. Ton sujet de thèse porte sur la formation des étudiants vétérinaires au travail émotionnel. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler des grandes mutations de la profession, par exemple la féminisation ou l'arrivée des animaux de compagnie, et du rôle de l'école vétérinaire dans la transmission des normes émotionnelles, par exemple la gestion des euthanasies, du dégoût ou de la fatigue, à l'aide d'une sociologie du genre et des émotions. Voilà, donc je te laisse la parole, c'est à toi. Je vous invite à couper maintenant vos caméras si vous le souhaitez et, euh, et je vous souhaite une belle écoute. Merci beaucoup, Laurence, pour cette présentation. Bonjour à tout le monde. Je suis également ravie d'être là parce que j'ai rarement l'occasion de discuter avec des professionnels et des vétérinaires notamment. Donc, j'ai hâte d'avoir votre retour et je vais sans doute parler de plein de choses dont vous êtes déjà au courant. Et j'imagine la féminisation, ça fait déjà 20 ans qu'elle est là et qu'on la constate. Voilà, et donc n'hésitez pas à la fin pour poser toutes vos questions, puis faire votre retour en tant que professionnel. Je vais partager ma présentation. Je vais essayer de parler doucement parce qu'on a l'habitude de devoir aller souvent vite. Là, on a du temps, donc c'est super. Je vais essayer aussi de pas non plus trop déraper, parce que parfois je peux partir dans des sujets, parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Euh, et puis voilà, je vais commencer du coup. Donc, pour revenir sur cette présentation, je suis en deuxième année de thèse, donc c'est un travail qui est encore en cours. Et je suis dirigée par deux chercheurs en sociologie, Jérôme Mechadon qui travaille sur les rapports aux animaux et Hélène Buisson-Fenet qui travaille plutôt sur les questions d'éducation. Donc, moi, je suis un peu à cheval entre plusieurs sociologies, à la fois sur une sociologie du genre et des émotions comme on l'avait dit. Et puis aussi, ce qui m'intéresse, c'est les questions de formation, c'est comment sont formés les étudiants et comprendre les différences qu'il peut y avoir entre étudiants et étudiantes, notamment. Comment expliquer voilà, que, y ait des passages qui puissent être plus compliqués, par exemple, pour certains élèves que pour d'autres, ou à l'inverse, certaines expériences qui vont être plus faciles. Alors, donc je reviendrai un peu sur pourquoi est-ce que la sociologie s'intéresse aux vétérinaires qui est pas forcément évident à comprendre. Ensuite, pour parler du poids du genre, je vais revenir sur spécifiquement la cinquième année des études vétérinaires, enfin en tout cas l'année où les étudiants choisissent leur spécialité, notamment entre animaux de compagnie, rente rurale et équine. Et après, je terminerai par plus l'aspect du travail émotionnel. Qu'est-ce que c'est le travail émotionnel en sociologie et comment il se caractérise dans la formation et la profession. Alors, pourquoi les vétérinaires en sociaux? Euh, En fait, il y a depuis une vingtaine d'années vraiment des grosses évolutions dont vous avez pu constater et qui ne sont pas spécifiques aux vétérinaires, en fait, qu'on constate aussi dans d'autres professions. Donc, par exemple, la féminisation, c'est aussi
un phénomène qu'on a vu chez les médecins et dans les professions libérales, comme les avocats, les architectes. Mais en sociologie, on ne s'est pas encore intéressé aux vétérinaires. Du coup, l'idée, c'est de venir voir est-ce que on a un processus qui est similaire aux médecins. Comment est-ce qu'on peut expliquer que d'un coup, on soit passé de, c'était, alors, attendez, je reprends les chiffres, on avait 30 femmes diplômées à peu près entre 1940 et 1960. Et puis à partir de 90, par là, on est passé à 70% d'étudiantes. Et aujourd'hui, en exercice, c'est pareil, chez les moins de 40 ans, c'est à peu près 70. Et si on prend tous les vétérinaires, tout âge confondu, c'est presque 60% de femmes. Une autre grosse évolution, c'est concernant vos activités. C'est une mutation, notamment quand je parle d'activité, en fait, c'est notamment l'arrivée des animaux de compagnie. C'est une mutation qui est parallèle à la féminisation, ça arrivait à peu près en même temps. Et il faut faire attention de ne pas expliquer l'un par l'autre. En fait, on voit que la féminisation, elle est indépendante de l'arrivée des animaux de compagnie, qui eux aussi viennent chambouler une profession qui s'est quand même historiquement construite sur le rapport à l'élevage. Là, je vais revenir sur le travail d'histoire de Ronald Hübscher, quand je parlais d'un travail passionnant, voilà, c'est un des rares ouvrages en France d'histoire sur comment s'est construite la profession. Et justement, il montre que au départ, les vétérinaires, c'était vraiment justifié par leur rôle dans la chaîne alimentaire et dans l'élevage. Et l'élevage, par ailleurs, c'était un monde qui était très masculin. Euh, et donc, on a l'arrivée des animaux de compagnie. Et avec cette arrivée, en fait, aujourd'hui, ça devient la spécialité, on retrouve le plus de la spécialité prédominante parce qu'on a, voilà, je crois que dans les chiffres de 2021, 70% des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux de compagnie de manière exclusive ou prédominante. Euh, Alors que pour les activités avec les animaux de rente, c'était 17% des vétérinaires. Alors comment est-ce qu'on explique cette arrivée des animaux de compagnie? En fait, il va y avoir un ensemble de dynamiques qui sont aussi propres à l'élevage. Donc, dès les années 30, on va avoir des transformations après la Seconde Guerre mondiale en faveur d'objectifs de productivité et de rentabilité. Et en fait, les vétérinaires vont devoir s'adapter et proposer d'élargir leur expertise vers, par exemple, des questions qui vont être plus techniques que sanitaires, comme vous pouvez proposer avant, pour conserver une sorte de privilège sur la santé animale. Et on a aussi, par ailleurs, un déclin des animaux de rente. Donc, on va avoir toutes ces évolutions qui vont un peu perturber la défense un peu habituelle de ce monopole qu'avaient les vétérinaires. Et, et donc, aujourd'hui, comme je disais, c'est le soin aux animaux de compagnie qui apparaît comme le secteur le plus dynamique. Et du coup, c'est pas étonnant qu'on y retrouve aussi bah, tous les nouveaux arrivants dans la profession. Ah, dans d'autres métiers, hein, c'est un peu ce qu'on peut voir aussi. Les nouveaux arrivants dans une profession vont plutôt tendance à s'orienter vers le secteur qui est le plus dynamique. Euh, et donc, le fait de s'être construit voilà, en rapport avec un monde qui était très masculin et qui, un- le fait que la profession propose une formation qui soit scientifique et qui, elle aussi, repose sur un ensemble de normes qui étaient plus catégorisées comme masculines, comme le fait de devoir réfréner ses émotions. Euh, ça rend encore plus
importante la question de, bah, maintenant qu'on n'a que des femmes, est-ce que ça change quelque chose? Sur ce rapport entre science et normes masculines, je vous renvoie au travail de Linda Birk, Birke, qui montrait comment les formations scientifiques, alors elle, je crois qu'elle avait fait dentaire et ou biologie à un moment, comment les formations scientifiques reposent sur la suppression des émotions. Et cette suppression qui a plutôt une image masculine, rationnelle, à l'opposé des émotions qui seraient associées au féminin. Donc il y a l'idée que pour devenir scientifique, les émotions et l'empathie doivent être supprimées. Alors on va parler d'un détachement objectif. Pourtant, on sait que en sociologie, on voit bien que qu'on soit né une fille ou un garçon, qu'on soit considéré comme l'un ou l'autre, on ne va pas grandir de la même manière et on ne va pas notamment valoriser les émotions de la même manière chez les personnes. Par exemple, l'empathie est bien plus valorisée chez les filles que chez les garçons. On le voit soit à l'école, dans les familles, on a encore, même aujourd'hui, des restes de normes très genrées, notamment sur les émotions. C'est encore courant, en fait, aujourd'hui, d'entendre quelqu'un dire à un garçon de ne pas pleurer parce que c'est pas une fille. Pareil, pour prendre un exemple. Alors, aujourd'hui, qu'on a des femmes vétérinaires et 70% d'étudiantes, est-ce que la profession conserve encore cet ensemble de normes masculines? Euh, Quand on demande aux étudiants, ah oui, ce que j'ai pas dit, je suis pas revenue sur ma méthode aussi, ça peut peut-être vous éclairer un peu sur les données que j'ai recueillies. Moi, j'ai un travail qui est qualitatif, c'est-à-dire que je fais essentiellement des entretiens et des observations. Donc là, j'ai réalisé des entretiens avec des étudiants et des étudiantes en dernière année d'école vétérinaire en France. Euh, j'ai aussi interrogé quelques enseignants, enseignantes et j'ai fait quelques observations, notamment en service d'urgence dans un hôpital vétérinaire universitaire. Et donc, quand dans mes entretiens, je demandais aux étudiants et aux étudiantes pourquoi ils avaient choisi vétérinaire, avec l'idée de voir est-ce qu'il y avait encore tout cet imaginaire genré et masculin dans le choix, on voyait qu'en fait, le choix reposait sur plusieurs choses. D'une part, euh, malgré ce que peuvent nous dire les enseignants et l'école vétérinaire, ou nous mettre en garde, il y avait un- un- une forme d'amour pour les animaux. Alors, euh, en sociologie, alors si c'est dit tel quel par les étudiants, en fait, on va voir que derrière cet amour, il y a surtout des sociabilités animales. Des étudiants qui nous parlent des animaux avec qui ils étaient pendant l'enfance. Et en fait, à quel point ça a joué ensuite sur leur intérêt pour les animaux. Euh, L'école vétérinaire et les enseignants c'est très souvent mettent en garde à l'entrée en école de justement que si on devient vétérinaire que par amour pour les animaux, ça ne suffit pas. Et on voit que même si les étudiants ont intégré un petit peu ce discours, on conserve quand même le poids de ces sociabilités passées. Et ça, c'est pareil, on le retrouve chez des militants qui s'engage en faveur des animaux, c'est Christophe Trény,
que je vous ai mis dans la slide qui a travaillé sur ces militants, qui montre que, il y a un rapport étroit entre des expériences affectives pendant l'enfance en lien avec les animaux et un engagement ensuite professionnel ou militant. Alors, ce sera pas une condition suffisante, on va dire, pour s'engager, mais c'est nécessaire. Euh, on voit aussi qu'en fait, ces sociabilités animales pendant l'enfance, elles reposent énormément sur les conditions de vie de la famille et les lieux de vie. Par exemple, dans les spécialités animaux de rente, on va pas retrouver tellement. Alors, je suis allée regarder dans les chiffres d'une des écoles vétérinaires si justement en rente on retrouvait plus de garçons. C'est un petit peu ça l'idée de départ, qu'on aurait des filles qui iraient plus en animaux de compagnie et des garçons qui iraient plus en animaux de rente. En fait, dans les chiffres, il y a un petit peu plus de garçons en effet, mais ça tend en fait à évoluer plutôt sur un équilibre. Et surtout, en fait, on retrouve des enfants d'agriculteurs ou des étudiants qui ont grandi à la campagne, des étudiants en tout cas qui ont un lien avec le monde rural. Et donc, en effet, en fait, de grandir entouré de vaches ou de vivre en ville sans animaux de compagnie, ça a sans doute un impact ensuite dans le choix de la spécialité. Alors, est-ce que tout ce qui était lié au masculin a disparu? Non. On a encore des compétences qui sont plutôt associées au masculin qui sont valorisées. Par exemple, on continue à dire que, en effet, le fait d'être grand, fort et robuste, ça aide dans le métier quand il faut porter des animaux lourds. Mais c'est pas considéré comme insurmontable. J'ai une étudiante, par exemple, qui me racontait, non, c'était un étudiant d'ailleurs, qui me disait qu'il bossait en rural et qui me disait qu'il était plutôt petit. Il devait faire 1,60 m, donc qui était pas, euh, c'était moins pratique que quelqu'un de grand. Mais lorsqu'il devait manipuler une vache, ben, en fait, c'était toujours possible de prendre une caisse pour se surélever. Ou alors une étudiante qui me racontait, alors là, je vais rentrer dans une technique où je suis pas du tout spécialiste, donc peut-être c'est vous qui pourrez m'expliquer après, mais elle m'expliquait comment elle utilisait la force de la vache pour la retourner. Elle devait, voilà, je sais pas très bien ce qu'elle devait faire, mais elle m'expliquait voilà, comment ces stratégies de contournement où, où c'est toujours possible de pallier au fait d'avoir un petit peu moins de force. Et puis une autre étudiante qui me disait aussi, soulever des animaux lourds, c'est pas propre à la rurale. Et mettre un chien de 40 kilos sur une table, voilà, c'est pas évident non plus. Euh, donc on a des compétences qui sont encore valorisées, mais pas insurmontables. Et ensuite, on retrouve aussi un ensemble d'aspirations qui sont partagées par les étudiants et les étudiantes, et encore une fois, qui sont assez similaires avec, par exemple, les étudiants en médecine. Euh, il y a le fait, notamment, de s'engager dans un métier euh, où on puisse trouver un équilibre. Enfin, en tout cas, il y a une volonté de trouver un équilibre entre la sphère professionnelle et la vie privée. Euh, et ouais, en fait, ça va faire partie des conditions un peu des étudiants qui sont des conditions partagées entre les genres, qui sont celles de pouvoir choisir un peu son mode de vie. Par exemple, en fait, c'est toujours à chaque fois je reviens sur pourquoi plutôt la rurale ou pourquoi plutôt la canine que l'autre. Est-ce que c'est parce que il faudrait plus de force en rural? Non, en fait, c'est parce que le choix de la rurale, c'est aussi un choix de conditions de travail qui vont être différentes, qui vont être des horaires différents que le choix de la canine en ville. Donc, finalement, en fait, je me suis retrouvée à un moment donné où, dans ma recherche, je partais un peu du principe que on allait constater des différences en termes de genre. Et en fait, j'en ai retrouvé beaucoup moins que ce que j'attendais. Et on voit que les différences, ça va plutôt être sur
les conditions familiales et sociales pendant l'enfance, et ensuite des enjeux qui vont être partagés et plus générationnels. Je voyais aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me parlaient, d'étudiants qui voulaient s'orienter vers la rurale, qui me racontaient l'enjeu de faire de bons élevages respectueux et des animaux et de l'environnement. Alors, on peut se demander, il y a en ce moment, enfin, depuis quelques années, où il y a le concept de One Health qui est, j'ai l'impression, quand même bien investi par les écoles vétérinaires. Donc, est-ce qu'on retrouverait pas un petit peu, voilà, ce qui a été dit, appris en formation? En tout cas, ça revenait régulièrement. Et puis, au moment d'une grosse partie de mes entretiens, c'était aussi quand il y avait eu une prise de parole des étudiants agronomes sur les enjeux environnementaux. Et vraiment, en fait, voilà, il y avait vraiment un lien qui montrait qu'il y avait quelque chose de générationnel. Euh, et pour venir sur la question du poids de la famille, on voit aussi qu'il y a des trajectoires euh, qui vont être spécifiques dans le choix d'une spécialité. Et je pense notamment à un étudiant qui était fils d'agriculteur, qui voulait travailler en lien avec ce monde-là, mais qui n'était pas l'aîné de la fratrie. Et c'est l'aîné qui a récupéré la ferme de la famille. Et lui, du coup, il y avait un peu cette question, bon, bah, il me faut un métier qui soit en lien avec les animaux, mais voilà, en lien avec la ruralité, mais pas le travail à la ferme. Bon, bah, il reste quoi? Il y avait vétérinaire, avec aussi des enjeux un petit peu d'ascension sociale. Alors, dans la formation, euh, est-ce que tout ce que on va retrouver tout ce que nous disent ces étudiants euh, ou pas? C'est ce que je disais quand, par exemple, les écoles mettaient en garde sur un amour des animaux qui serait pas suffisant pour s'engager. Euh, on va s'attaquer en fait maintenant un peu aux questions émotionnelles, justement, de, euh, de la profession et de la formation, comment gérer ces émotions et comment est-ce qu'elles sont euh, apprises dans les écoles vétérinaires. Euh, on va voir qu'il y a plusieurs étapes un petit peu dans la formation, à des étapes qui sont un peu clés, des passages obligés, où vont se jouer tout un tas d'apprentissages sur les émotions. D'habitude, je commence toujours par un point sur la prépa, mais là, je crois que je vais revenir à la fin. Pardon. Et notamment parce que au départ, j'envisageais pas du tout d'interroger sur les classes prépa parce que pour le coup, c'est quelque chose qui a déjà été fait en sociologie. Et puis, par, je pense, ignorance en fait du parcours vétérinaire, j'y avais pas pensé. Et en fait, c'est revenu énormément dans les entretiens et avec beaucoup de vigueur. Euh, mais du coup, j'y reviendrai dans deux slides, je pense. Un des passages obligés qui a été est décrit vraiment de manière très vive par les étudiants et les étudiantes, c'est les travaux pratiques de dissection. Euh, alors, il y a plusieurs raisons qui expliqueraient pourquoi ce passage-là est si marquant pour les étudiants et les étudiantes. D'une part, il arrive souvent dans les premières années, voire la première année. Et c'est sur une semaine où on réalise euh, que des dissections. Et c'est plus des dissections qu'on pouvait faire au collège ou en prépa sur des petits animaux. Là, ça va être des dissections. Alors, vous avez peut-être plus l'habitude, mais pour un public de non-initiés, de voir parfois des corps animaux pendus par les pieds, ben, une vache ou un cheval pendu par les pieds, c'est impressionnant. Quand il faut aller voir ensuite chercher certains viscères
Voilà, il y a les odeurs, il y a la vue, il y a tout un tas de choses qui sont nouveaux et impressionnants quand on a jamais fait de dissection de sa vie. Et donc les étudiants me racontaient voilà, qu'il fallait faire avec. Et il y a une étudiante, j'ai un extrait d'entretien qui fait souvent un petit peu sourire. Alors j'en profite pour rappeler que évidemment tout est anonymisé. Donc les prénoms ont été changés, mais il y a aussi des informations qui auraient pu permettre d'identifier les étudiants que j'ai interrogés, qui ont été modifiées aussi pour pas qu'on puisse les reconnaître. Mais j'ai une étudiante qui me racontait euh, qu'à un de leurs TP, ils avaient dû découper un chien en deux. Et elle me l'avait dit texto. Voilà, bah, je sais pas si c'était déjà arrivé de découper un chien, mais bon, moi, ça m'a un peu choqué, ça m'a un peu marqué. Euh, En dehors des étudiants vétérinaires, je pense que personne ne découpe des chiens. Donc, on peut comprendre l'aspect choquant, inhabituel, du moins. Et, euh, et ce passage des travaux pratiques, ça va être présenté comme quelque chose à faire, quelque chose qui est essentiel en fait pour passer à la suite. C'est vraiment, ça fait partie de la formation. Voilà, il faut faire des dissections. Euh, et pour pouvoir les réaliser, il va falloir mettre en place des techniques pour pallier au dégoût. Euh, euh, il y a par exemple des techniques, on va la personne en sociologie qui a travaillé sur, enfin, qui a mis le concept à jour de travail émotionnel, c'est Harley O'Child. Je ne l'ai pas mis là, mais elle apparaîtra très vite. Et elle montrait que il y a plusieurs techniques pour travailler sur ses émotions. On a des techniques qui vont être, attendez, je retrouve juste dans mes notes. Il y a des techniques qui sont corporelles. Par exemple, se boucher le nez, mettre quelque chose sur son visage pour éviter les odeurs. Il y a des techniques qui vont être plus mentales, de penser à autre chose, d'avoir une autre image en tête, de réciter sa liste de courses. Euh, et puis, une dernière technique, mais ça, on le verra parce que on le verra après, parce on la voit plus dans la question de la gestion des états. En tout cas, pour les travaux pratiques de dissection, on va vraiment voir euh, ce dont je parlais tout à l'heure, une norme de distanciation émotionnelle. On retrouve voilà, encore cette idée que le scientifique il doit mettre à distance ses émotions. Et là, de fait, on doit mettre à distance le dégoût pour pouvoir réaliser la dissection. Euh, c'est valable aussi pour les TP de reproduction, où en plus on va avoir euh, des nouvelles questions liées au tabou sur la sexualité. Si on a le temps, j'y reviendrai peut-être plus tard. Et puis on a les stages en abattoir, qui sont souvent discutés parce qu'on a notamment des étudiants qui refusent d'y aller. Et là, bah, ça va être toutes les questions qui seront liées à la mort. Et on y reviendra à nouveau cette fois avec les questions d'euthanasie. Euh, sur le rôle de l'école, dans ce que je disais, c'est que ces passages sont présentés comme obligés par les écoles. C'est comme essentiel, ça fait partie de la formation. Voilà, il faut pouvoir le réaliser si on veut être vétérinaire un jour. Euh, une autre des techniques, ça va être de se distancier de l'animal. Il y a une étudiante qui me disait, euh, en fait, à partir d'un moment, dans ses travaux de dissection ou même dans les autopsies, on ne voit plus l'animal
comme un animal vivant qui interagit avec nous, mais on le voit comme juste un élément du corps. S'il travaille sur le système respiratoire, je sais pas, ça va plus être un chien, ça va être juste un poumon. Euh, il va y avoir un passage de l'animal de tous les jours à l'animal analytique, l'animal qui va être un objet scientifique. Et ça, je vous ai mis la référence de David Lynch, qui a travaillé sur le concept d'animal euh, naturaliste et d'animal analytique. Euh, c'est ce que j'expliquais, animal naturaliste, ça va être celui un peu de sens commun, celui de compagnie, celui qu'on trouve dans la nature et qui est capable de souffrir. Et l'animal analytique, c'est celui qui va être transformé en données scientifiques, en objet technique. Euh, et pour passer de l'un à l'autre, on a notamment des techniques d'écriture ou de langage. Par exemple, on ne va pas dire asphyxié lors d'une mise à mort par CO2, mais on va dire endormi. On va essayer en fait d'avoir des euphémismes pour atténuer cette difficulté morale. On va utiliser des verbes comme partir pour signifier mourir. Euh, et ça, on le retrouve notamment dans Lynch et d'autres travaillaient sur l'expérimentation animale. Donc, on le retrouve notamment dans les écrits de compte rendu d'expérimentation. Euh, donc, cette objectification, objectivation, parfois objectivation qui est parfois objectification, mais pour englober le tout, objectivation du corps animal, euh, on, on la retrouve encore une fois chez les médecins, chez les étudiants en médecine, qui eux aussi doivent passer par des TP de dissection, cette fois eux de dissection de corps humain, mais ils vont avoir ce même travail de devoir dépasser le dégoût et d'être capable de transformer un cadavre humain plutôt inquiétant en un objet de science, un objet anatomique médical. Là, je vous cite des extraits je crois que c'est Emmanuel Baudot qui a travaillé sur les étudiants en médecine, qui montre que, il y a quelque chose qui se joue chez les étudiants en médecine dans ce passage-là, de TP de dissection. Pour devenir médecin, il faut qu'ils arrivent à objectiver le corps. Euh, et pour ces techniques dont je vous parlais, pour réussir à cette objectivation, en fait, c'est ça qu'on va appeler le travail émotionnel. Pour domestiquer le dégoût, il va falloir réaliser un travail émotionnel. Avant que je passe à ce travail émotionnel, euh, je vais revenir sur une des questions du départ, qui est de savoir est-ce que c'est plus facile pour les étudiants que les étudiantes de réaliser certains actes invasifs ou impressionnants. Ce qu'on voyait, ce que j'ai vu en tout cas dans mon enquête, c'est que ça, c'était difficile de vraiment tirer une conclusion sur des différences en termes de genre. Par contre, ce qu'on voyait, c'est que ça semblait être plus facile que les euthanasies notamment, mais aussi la gestion du dégoût ou de la saleté semblait être plus facile pour les étudiants qui avaient eu des expériences précoces de, de mise à mort animale ou, ou d'expériences professionnelles en lien avec les animaux. Par exemple, tous les étudiants qui avaient réalisé des stages de troisième dans des cabinets vétérinaires et qui avaient déjà assisté à une euthanasie, ils avaient déjà un discours qui était euh, moins imprégné d'émotions sur les euthanasies, sur la gestion des euthanasies. C'était quelque chose qui était plus habituel ou en tout cas auquel ils s'attendaient en rentrant dans les études vétérinaires. Ils savaient déjà qu'il y aurait cette partie du travail.
Et contrairement à des étudiants qui ont découvert ça une fois entrés à l'école, c'était moins facile pour eux. Il y a les expériences précoces de mise à mort et puis il y a aussi, quand je disais les expériences professionnelles en lien avec les animaux, il y a tous les étudiants qui ont grandi à proximité d'une ferme, par exemple, ou qui sont enfants d'éleveurs, et ben ils ont été plus facilement en contact avec euh, la gestion des déchets, la gestion de la mort d'un animal, s'il y a eu un décès dans l'élevage. Euh, et donc, ils ont intégré en fait un ensemble de discours euh, sur la, j'allais dire la nécessité de la mise à mort, mais c'est plus euh, pas l'habitude, mais le fait que voilà que c'est là et que ça existe et que ça finalement assez régulier. Euh, que les autres. J'ai oublié le début de ma phrase, mais enfin, je pense que vous avez compris que l'idée, voilà, c'est la facilité, on la trouve plutôt chez les étudiants qui ont eu des expériences précoces professionnelles ou d'observation de mise à mort animale. Le travail émotionnel, donc, comme je disais, on retrouve des techniques pour modeler ses émotions. Il va falloir essayer, pour comprendre le concept, de mettre un peu de côté euh, tous les aspects psychologiques. Je pense que c'est peut-être là où c'est le plus difficile à comprendre pour les non spécialistes, on va dire. C'est euh, là où la psychologie va s'intéresser surtout à une échelle individuelle. La sociologie va rattacher euh, un constat individuel, par exemple le dégoût, à un fonctionnement institutionnel. Par exemple, la gestion du dégoût des étudiants dans la formation, elle se fait parce qu'il y a une demande de la part de l'école d'aller au-delà. Euh, on a un ensemble de normes qui sont bon, scolaires dans le cas de l'école, mais qui sont aussi professionnelles. Euh, on dit que voilà, face à une euthanasie, il y a des règles de comportement à avoir pour qu'elle se passe bien, et notamment qu'elle se passe bien vis-à-vis des propriétaires. Et c'est justement avec les propriétaires, en fait, qu'on va retrouver le cœur du travail émotionnel. Quand j'interrogeais les étudiants et les étudiantes sur leur manière de vivre leur formation et en fait leur profession, parce qu'ils étaient presque, enfin pour la plupart, ils avaient déjà eu des expériences professionnelles de stage. Euh, le point qui semblait le plus difficile et aussi le moins envisagé quand ils étaient rentrés dans ces études-là, c'est la gestion euh, des propriétaires et des éleveurs, notamment dans le cadre des euthanasies. Euh, avec la question de comment gérer une euthanasie. Donc, il n'y a pas de règles officielles ou écrites dans des manuels. Par contre, on va voir qu'il y a euh, plusieurs choses communes qui reviennent dans la gestion. Par exemple, euh, j'ai j'en ai identifié trois. Mais cette partie-là de mon travail, c'est un peu la partie qui mérite encore d'être enquêtée. Comme je disais, je suis au milieu, à peu près, de ma thèse. Donc pour l'instant, je propose de voir trois manières qui reviennent un peu de gérer l'euthanasie. Bien sûr, c'est une manière un petit peu de catégoriser pour essayer d'y voir plus clair, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seules manières de les faire. Mais il y aurait trois règles émotionnelles. Il y aurait celle de conserver une neutralité, où on retrouve bah, tout ce qu'on a appris en formation, d'essayer de mettre à distance les émotions. Euh, une règle d'indignation, notamment quand c'est ce qu'on appelle les euthanasies de convenance, où on considère que la mort n'a pas lieu d'être. Et une dernière règle qui serait plutôt celle de la déception. Il y a une autorisation à être déçu quand on a tout fait et que il y a plus d'autres possibilités que la mise à mort. Euh, dans le
dans ces trois, alors surtout dans le travail de neutralité, on va retrouver les techniques euh, cognitives, corporelles et expressives. Donc, dans les techniques positives, le fait, je vous avais dit, pour une étudiante, par exemple, de réciter sa liste de courses pendant qu'elle réalise la mise à mort. Dans les techniques corporelles, il y a le fait de travailler sur sa respiration, d'essayer de ne pas trembler, pour avoir un peu une figure d'autorité et professionnelle auprès du propriétaire. Et ensuite, il y a les techniques expressives, par exemple, eh ben, essayer de sourire, ou alors même des étudiants qui me disaient un vétérinaire trop neutre, c'est pas forcément quelque chose qui peut être vu comme un signe de tenue professionnelle. Moi, je m'autorise à pleurer avec le propriétaire parce qu'au contraire, ça montre que on n'a pas rien à faire de sa situation. Donc on voit qu'en fait, les étudiants vont devoir un peu modeler leurs émotions et modeler aussi avec ce qu'ils ont appris. Il y a des étudiants aussi qui me disaient ce qu'on a appris à l'école, parfois on apprend l'inverse ou une autre manière de faire une fois au travail. Euh, et, euh, et ensuite, ça peut se comprendre par le fait que les émotions euh, ne sont que depuis peu prises en compte par les écoles et encore euh, difficilement. En fait, c'est pour l'instant, enfin, il n'y a pas de cours de gestion émotionnelle des euthanasie qui sont aussi institutionnalisés dans les écoles que les TP de dissection ou les autres cours de sciences. Euh, c'est- alors, je regarde, j'ai pas l'heure, mais je regarde si on m'avait pas mis le message, si je dépasse mon temps. Euh, on voit que parmi aussi le travail émotionnel, il y a le fait de résister à la fatigue, résister à la surcharge de travail, de faire avec l'urgence. Et c'est là que je voulais vous reparler des classes préparatoires, parce qu'on voit que dès les deux années de classe préparatoire, euh, on va retrouver ces logiques-là de résistance à la fatigue, de surcharge de travail, de surinvestissement et de gestion du temps. Et ouais, ça va être vraiment des éléments essentiels et assez difficiles à gérer. Et dans les exemples, comment les étudiants ont vécu les classes préparatoires, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que au début, j'avais pas du tout thématisé ce thème. Je comptais pas en parler. Et puis en fait, ça revenait à chaque fois. Puis ça revenait en des termes euh, assez lourds, ou en tout cas, voilà, empreints d'émotions assez fortes. C'est souvent des expériences qui étaient liées à des troubles psychologiques, de mal-être. Et il y a un cas en particulier d'une étudiante qui me racontait comment elle arrivait à mettre complètement ses problèmes du quotidien de côté pour aller à ses DS. Et elle racontait notamment que à l'époque où elle était en classe préparatoire, il y avait eu les attentats du Bataclan et elle avait un proche qui se trouvait au concert. Alors, il va très bien aujourd'hui, voilà. Mais à l'époque, en fait, les attentats ont eu lieu la veille d'un DS. Et elle n'avait pas eu de nouvelles. Elle s'était réveillée le matin sans nouvelles et personne ne la contactait. Et elle s'est dit, je vais quand même aller à mon DS. Et elle y est allée et elle a eu 17. Et elle m'a dit, en fait, à un moment, c'est pas normal d'être capable à ce point-là, se distancier de ce qu'on peut ressentir et de réussir. Et en fait, ce qui, ce qu'on va appeler cette disposition au temps qu'on apprend en prépa, on va le retrouver dans les passages en hôpitaux universitaires où je vous ai mis euh, les chiffres de l'enquête de 2022 sur le rapport au bien-être des étudiants.
sur le nombre moyen d'heures de travail pendant les rotations cliniques, mais en fait, elles sont énormes, quoi. Même les plus faibles, enfin, on voit que il y en a très peu qui sont en dessous de 40 heures par semaine, quoi, alors que ce sont des étudiants, mais qui travaillent et qui travaillent en plus gratuitement, si je dis pas de bêtises. Donc, on imagine l'état de fatigue et la gestion difficile que ça représente. Et pour finir, alors j'en ai déjà parlé, mais voilà, les euthanasies, en fait, c'est un petit peu, on va dire, les situations où peut-être ça va être les situations où ce sera le plus palpable de voir le travail émotionnel, parce que c'est des émotions qui sont fortes, mais elles sont pas uniquement visibles dans le travail avec les animaux de compagnie. On voit aussi qu'il y a un très fort travail de relation avec l'éleveur qui est essentiel à la profession. Et, il y a aussi des euthanasies dans le monde de l'élevage. Je, j'indique ça parce que parmi les rares travaux qui ont été faits chez les vétérinaires, on a surtout euh, des travaux sur les euthanasies en canine. Voilà. Mais je trouve que c'est important de rappeler que le travail émotionnel, il se fait aussi pour ceux qui travaillent en rural. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, l'idée c'était de revenir un peu sur les étapes de la formation vétérinaire, de montrer qu'il y avait des passages qui sont obligés, des passages qui sont très formateurs, et qu'on a dans la manière dont le vivent les étudiants des influences croisées entre des, expé- des, des expériences socialisatrice, le fait d'avoir été en contact avec des animaux pendant l'enfance, le fait d'avoir grandi à la campagne ou en ville, le fait quand même d'être un homme ou une femme, ça continue de jouer parce que on voit que c'est aussi, alors même si ce que je disais, c'est que c'était pas ce qui ressortait le plus, euh, on va avoir des activités qui conservent encore des aspects genrés, par exemple l'équitation. Aujourd'hui, on voit chez les personnes qui font de l'équitation. Je cherchais le nom de quand on est mince, on a comme une petite carte de membre de la fédération. Voilà, quand on a une licence parmi les licenciés de la fédération d'équitation, c'est une majorité de femmes. Et donc, on imagine que c'est moins étonnant si on retrouve aujourd'hui dans la profession vétérinaire plus de femmes en équine. Mais en fait, encore une fois, ce ne sera pas forcément le cas parce que l'équine, c'est un domaine très particulier. C'est pas sur n'importe quel type de chevaux. Pour y accéder, il faut avoir en fait un peu un carnet d'adresses. Faut être bien placé, bien connaître ce milieu-là. Donc finalement, il n'y aura pas que des effets de genre. Hein. Il y aura voilà, encore à nouveau des effets social, de milieu social. Euh, et puis, ce qu'on voit, c'est que il y a un travail essentiel qu'on ne peut pas mettre de côté de modelage des émotions, notamment dans les relations avec les propriétaires et les éleveurs. Et on va retrouver une valorisation de certaines émotions comme l'empathie, qui au départ n'était pas du tout envisagée et dénigrée parce que associée au féminin, alors qu'en fait ça a toujours été là et nécessaire, mais aujourd'hui on voit que ça commence à être un vrai sujet et à s'institutionnaliser un petit peu dans les écoles, avec pas des cours, mais parfois il y a quand même des ateliers ou des temps de discussion sur ces questions-là. Voilà, mais je vous remercie pour votre écoute et maintenant j'ai hâte d'avoir votre retour.
Merci Juliette. Je vais arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse passer autant de questions-réponses.